Il y a exactement un an, nous sommes le 8 octobre 2018, au lendemain de la présidentielle au Cameroun. À l'heure où il est mai en 2018, une conférence de presse bat son plan au Hilton Hotel de Yaoundé, où vient de s'achever. Raison, un candidat, celui du MRC, à l'occurrence, a annoncé à 16h exactement qu'il a marqué le pénalty, provoquant par la suite un véritable branle-bas. La République est en ébullition. La conférence de presse après celle de Maurice Kamto mobilise un parterre important de personnalités. Le secrétaire national du RDPC, du même RDPC, le professeur Jacques Famendongo, les alliés s'y sont associés, Issa Tiroma Bakari notamment. À travers cette soirée, on comprend qu'une nouvelle épisode s'ouvre. Le ministre Katangandi de l'administration territoriale se montre menaçant par la suite. Le candidat se déclarant vainqueur sera arrêté et la suite est connue. Aujourd'hui, à notre manière, nous revisitons l'histoire à travers le regard d'un journaliste écrivain. Jean-Bruno Tagneux, c'est son nom. Bienvenue. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Que dire de l'auteur? Son seul nom est assez évocateur et parle de lui-même. Jean-Bruno Tagneux est journaliste politique. On y ajoute sa casquette d'écrivain. Il fut chef du DEX politique et grand reporter au quotidien Le Jour, avant de devenir directeur général adjoint en charge de l'information à la chaîne de télévision privée camerounaise Canal 2 International. C'est dire que c'est un visage médiatique connu et une plume aussi. Il a déjà produit un ouvrage avec pour titre « Programmé pour échouer ». Ce n'est pas un anonyme que nous avons sur le plateau. Installez-vous. Green, red, yellow, vert, le rouge, le jaune. It's our country. Look at this land, this gift, our treasure, our future. God give the land. People don't know the land, treasure is for the land. Cameroon is strong, wise women and men. Mamana Cameroon shine, all over the world Cameroon bright. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour les 5 longues minutes d'attente dues aux impératifs techniques ici avec nous. Nous accueillons en ce moment Jean-Bruno Tagneux. Jean-Bruno Tagneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir nous parler de votre livre Accordé avec fraude. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. J'imagine que c'est la première à Royal FM. Dans cette émission, oui, mais je suis passé il n'y a pas très très longtemps dans une autre émission de sport. Oui, ça ne vous dérange pas de trouver le décor tel qu'il a été parce qu'il y avait des travaux. Merci quand même pour votre patience tout de même. Ah non, je trouve que le studio il est encore plus beau par rapport à l'époque où j'étais passé ici. Et félicitations à la direction générale, c'est très bien, c'est agréable, c'est confortable. Alors, tout est mis pour que le personnel et également les invités et même auditeurs puissent se sentir à l'aise. Accordé avec fraude, c'est un livre qui fait parler de lui. Depuis son arrivée sur le marché, on se pose beaucoup de questions. Le simple titre est suffisamment évocateur. Est-ce qu'il y a une tentative de créer la polémique dans un environnement qui est déjà tendu? Ben écoutez, pourquoi pas. Lorsqu'on est un auteur, on ne devrait pas avoir peur de susciter la polémique. Ça peut être parfois voulu ou alors pas du tout. Mais toujours est-il que lorsqu'on choisit de faire le titre d'un livre, on
trouve celui qui sera le plus intéressant possible. Et là, c'est le journaliste qui parle. En l'occurrence, lorsqu'on veut faire un titre, on peut choisir de faire un titre qui soit simplement informatif ou alors incitatif, allusif si on veut. Et donc pour ce livre, j'ai choisi un titre incitatif et je pense que ça marche plutôt bien, Accordé avec fraude. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de lire mes précédents ouvrages, je mets un point d'honneur au choix des titres. Mon tout premier livre, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Accordé avec fraude. Oui. Non, Programmé pour échouer. Programmé pour échouer. Voilà. Le second, c'est La tragédie des lions indomptables et Accordé avec fraude cette fois-ci. Donc, je mets un soin particulier dans le choix de mes titres, c'est vrai. On a quitté le terrain du sport pour se retrouver directement en politique. Oui, parce qu'il y a eu une évolution dans ma carrière également, parce que j'ai commencé le journalisme de manière professionnelle comme journaliste sportif. Lorsque je suis arrivé au journal Le Jour en 2007, j'ai été immédiatement nommé chef du service des sports, dont j'ai commencé par le journalisme sportif, et c'est en 2011 que je deviens chef du service politique au quotidien Le Jour, et donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai quitté les arènes du sport pour m'intéresser à la politique, non seulement comme journaliste, mais j'ai également fait des études de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, notamment un master en sciences politiques. On se serait attendu à ce que Accordé avec fraude soit un livre qui traite exclusivement de l'élection présidentielle de 2018, mais que non, on voit bien qu'il s'agit de l'autopsie en réalité du processus électoral, sinon le processus d'élection des dirigeants au Cameroun, de manière générale. Absolument. Alors moi j'ai, au départ, il était question de se focaliser simplement sur l'élection présidentielle de 2018, ce qui eût été quelque chose d'assez facile parce que il suffisait simplement de raconter ce qu'on a vu comme journaliste. Mais je me suis dit que faire un tel travail aurait été anecdotique parce que vous allez raconter la présidentielle de 2018, d'accord, mais and so what? Mais il se trouve que par le passé, la question des élections m'avait déjà intéressé. En 2011, quand je suis chef du service politique au quotidien Le Jour, je couvre la présidentielle de cette année-là. J'ai coordonné les pages spéciales du journal Le Jour à l'occasion de l'élection présidentielle. Et donc j'ai assisté quand même à un certain nombre de choses qui blessent la conscience de toute personne qui est soucieuse de transparence, qui est soucieuse de véritable démocratie. Et à cette époque, j'avais décidé de faire un livre pour raconter cette présidentielle-là. Celle de 2011. Celle de 2011. Mais là encore, je me suis dit, raconter simplement la présidentielle de 2011, ce serait faire quelque chose de purement anecdotique. Et donc, dans mes lectures, je me suis rendu compte que la fraude électorale avait une véritable histoire au Cameroun. La fraude électorale ne date pas de 2011, ne date pas de 2018, ne date même pas des années 90 avec le retour au multipartisme, mais remonte à beaucoup plus longtemps que cela. Et je me suis arrêté à la période coloniale, notamment avec la colonisation française. Et je me suis rendu compte que les élections à cette époque-là étaient déjà truquées. Et les méthodes de fraude n'ont pas beaucoup changé. Le bourrage des urnes, les intimidations des électeurs, l'exclusion des adversaires, ainsi de suite. Donc cela remonte à beaucoup plus longtemps. Et tout cela est documenté à travers des ouvrages d'histoire et à travers les mémoires d'un certain nombre d'administrateurs coloniaux qui ont écrit sur la question. Et donc j'ai par exemple appris que Amadou Ahidjo, il est devenu l'un des plus jeunes députés, peut-être le plus jeune d'ailleurs, député de l'Assemblée nationale au Cameroun. Il avait 24 ans, simplement parce que les Français avaient décidé de faire voter pour lui à travers une fraude électorale massive. Et donc je me suis rendu compte qu'un parti comme l'UPC, qui était dans les années 50 de loin le parti le plus crédible, avec des dirigeants compétents, nationalistes, vraiment des gens avec une intelligence politique remarquable, mais qui n'avaient jamais gagné des élections. Tout simplement parce que la France les faisait perdre ces élections-là dans les urnes à travers une fraude massive. L'objectif pour la France étant de faire élire des gens sûrs, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont capables de porter les intérêts de la France. Tout à fait. Il y a manipulation depuis le Cameroun sous tutelle de la France au niveau du choix des différents dirigeants, que ce soit même
au Parlement, de manière, pour parler simplement, on exclut les nationalistes camerounais qu'on estime peut-être qui pourraient poser un problème dans la gestion des affaires du Cameroun, qui n'est pas encore en tant que tel véritablement libre. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, on a bien l'impression, lorsqu'on vous lit, qu'on refait l'histoire à nouveau, parce que les pratiques sont pareilles. Absolument. Que ce soit après 90, après la lutte pour le multipartisme, on revient aux mêmes méthodes. L'État choisit, l'État dirige les élections, l'État contrôle les élections, l'État participe à tous les niveaux à ce que un candidat, un seul, soit élu. Oui, en fait, je montre, et vous avez très bien compris, en fait, je montre dans mon livre que... pardonnez-moi, les élections au Cameroun, malheureusement, ne constituent pas une compétition démocratique saine qui permette la dévolution du pouvoir. Mais il s'agit simplement, à travers les élections pour les autorités, de se donner un vernis démocratique. Mais dans le fond, en fait d'élection, il s'agit simplement de simulacre. Tout le processus, ça peut paraître raccourci de dire les choses comme ça, mais c'est tout le processus qui est faux. Du début jusqu'à la fin, et je plaide pour que les choses soient totalement revues de fond en comble. Pour résumer un peu la nature des élections au Cameroun, je compare un peu la manière dont les élections sont organisées au Cameroun à une espèce de match de football un peu absurde, où l'un des adversaires, c'est lui qui organise le match, c'est lui qui décide du jour où le match va se jouer. Là, je parle du calendrier électoral. C'est lui qui choisit les arbitres. Là, je parle des institutions comme ELECAM, le Conseil constitutionnel. C'est lui qui décide des règles du jeu. Là, je parle du code électoral et de toutes les autres lois électorales. Il décide de donner, s'il le veut, et à sa guise, un peu d'argent à ses adversaires pour s'entraîner et venir compétir avec lui. Pour remplir la liste. Voilà, là, je parle du financement de la campagne électorale et même des partis politiques. Au moment où le match commence, c'est lui qui choisit l'arbitre, c'est lui qui décide si un but doit être validé ou pas. À la fin du match, quel que soit le score, c'est lui qui décide de qui a gagné ou pas. Vous voyez très bien que dans ces conditions-là, on ne peut pas parler d'un match de football. C'est un match de football qui est perdu d'avance parce que l'un des adversaires décide de comment le match va se jouer. Il choisit même ses adversaires en fait. Et c'est de cela qu'il est question lorsqu'on parle des élections au Cameroun. Et lorsque je le dis, je montre également, et ça c'est ma conviction, j'essaye d'expliquer que la question des élections dans un pays, c'est une question qui est transversale, et qui est transpartisane. C'est-à-dire que cela ne doit pas, la transparence électorale ne doit pas être une préoccupation seulement des partis politiques, de l'opposition ou même du pouvoir si on veut, mais de tous les citoyens. Le peuple doit se sentir concerné, doit participer activement. Parce que on ne dirige un pays, ça c'est ma conviction, on ne dirige un pays que de la manière dont on est arrivé au pouvoir. Lorsqu'on arrive au pouvoir par la voie des urnes, c'est-à-dire que le peuple vous a choisi sur la base d'un programme que vous lui avez présenté, vous êtes obligé, si vous avez été choisi de cette manière-là, de faire attention à ce que pense le peuple. Mais lorsque vous êtes arrivé au pouvoir et lorsque vous vous y maintenez par des tours de passe-passe électoraux, il est évident que ce que pense le peuple, vous en fichez un peu. Voilà. Et c'est pareil à l'élu local. Parce que le maire de votre quartier, s'il sait très bien que ce sont les populations locales qui ont véritablement choisi, qui l'ont véritablement désigné, il fait attention. Moi, j'habite dans un quartier où je n'ai jamais vu le maire dans le quartier en train d'essayer de voir comment, s'il y a de la propreté, ainsi de suite. Vous pensez que si ces gens-là avaient vraiment été élus, nos quartiers seraient dans ces états-là? Je ne le pense pas. Voilà. Donc pour moi, la question des élections, comme je l'ai dit, elle est transpartisane, et je suis un peu déçu que les Camerounais pensent que revendiquer des élections crédibles, c'est le rôle simplement de l'opposition. Non, c'est le rôle des citoyens. Peut-être les populations restent attachées à la paix, ils ne veulent pas... Non, vouloir des élections transparentes, ce n'est pas vouloir la guerre. Au contraire. Au contraire, j'explique dans le livre justement que si jusqu'à présent le Cameroun semble à l'abri des conflits électoraux meurtriers comme on l'a vu au Kenya, en Côte d'Ivoire, un tout petit peu au Gabon, pour l'instant on en est encore à l'abri, mais cela ne sera pas éternellement comme ça. À un moment donné, on aura trop tiré sur la corde et elle va rompre. Voilà. Lorsqu'on vous lit,
On a l'impression que aujourd'hui n'est que la conséquence d'hier, parce que le Cameroun débarque dans un univers un peu par forcing. Le multipartisme est un peu comme imposé depuis la France. Et donc, il faut s'arrimer. Parce qu'il y a eu, d'ailleurs, au début des années 90, et vous le dites dans votre ouvrage, des manifestations contre le multipartisme qu'on qualifie, du moins les membres et les partisans du RDPC estiment que c'est trop prématuré que de parler de multipartisme dans un pays qui essaye encore véritablement de trouver ses marques. Alors, est-ce que le multipartisme nous a été imposé de l'extérieur? Je ne serais pas aussi péremptoire. Oui. Je pense qu'il y a des Camerounais qui ont combattu pour le retour au multipartisme dans ce pays. Il y a eu des morts. En mai 1990, il y a eu des manifestations à Bamenda pour le lancement du SDF. Et je rappelle qu'il y a eu également des personnes qui ont été emprisonnées, les Anissé Kané, Henriette Dekoué et pas mal d'autres personnes qui avaient été emprisonnées. Et c'est leur procès qui a ouvert la voie à la démocratie, parce que lorsqu'ils avaient été incarcérés, on les accusait d'avoir voulu créer un parti politique. Et lors de leur procès, on disait non, ils n'ont pas été poursuivis parce qu'ils voulaient créer un parti politique. Du coup, le SDF a exploité ça, de dire, ok, s'ils n'ont pas été poursuivis pour avoir voulu créer un parti politique, dans ce cas, nous on lance notre parti politique, et c'est comme ça que le SDF est né, dans la douleur, dans le sang. Parce que le pouvoir de Yaoundé était absolument opposé au multipartisme. Et je rappelle, et vous faites bien de le dire, il y a des gens qui ont marché dans ce pays pour dire non au multipartisme précipité. Voilà. Et donc je suis absolument opposé à un certain nombre d'auteurs, dont Mwele Kombi, qui dans un ouvrage récent présentait le président Paul Biya comme celui qui a apporté le multipartisme au Cameroun. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il a été contraint de donner le multipartisme au Cameroun parce qu'il y avait un environnement géopolitique à l'époque qui obligeait à une évolution dans la démocratie, à une ouverture démocratique. Je pense que dans d'autres pays à cette époque-là, il y a eu les conférences nationales souveraines. On a vu en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, Mobutu ouvrir le jeu politique en pleurant à la télévision. Donc, ils ont été obligés d'ouvrir le jeu politique, et je parlais d'un environnement géopolitique à l'époque qui était propice. Il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a les événements de Tiananmen, il y a eu également la mort de Ceausescu, c'est ça qu'on a appelé les vents d'Est, qui sont venus un peu bousculer les partis uniques en Afrique. Et il y a également le discours de la bolle. Donc tous ces événements-là mis ensemble, et la pression à l'intérieur d'un certain nombre d'États africains a amené les dirigeants à ouvrir le jeu politique. Donc on ne peut pas absolument dire que l'ouverture est venue de l'extérieur. Non, l'ouverture est venue de l'intérieur. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour qu'il y ait le retour au multipartisme, notamment en ce qui concerne le Cameroun. On avait également peut-être peur, et cela peut être justifié, que accorder avec fraude soit en quelque sorte un livre réservé ou alors positionné pour implémenter une vision, peut-être celle du MRC. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. On a bien l'impression que dans le livre, vous dénoncez de manière catégorique, et vous présentez d'ailleurs les faits. Les élections qui se sont déroulées en 2018 ne sont pas le reflet de la transparence contesté par la plupart des candidats qui ont eu à participer, que ce soit au niveau du MRC, Cabral Libi qui se prononce, lui également candidat présenté par le parti Univers, le SDF qui s'en va jusqu'au Conseil constitutionnel pour estimer que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu fondamentalement des élections. Oui. Alors, disons que c'est un livre de journaliste. J'ai essayé d'être le plus factuel possible, mais évidemment, c'est un livre, je me lâche également parce que je m'essaye, ou alors j'ose de l'analyse dans certains aspects, parce que je ne me contente pas simplement de décrire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas succomber à un travail qui soit essentiellement anecdotique, de dire bon voilà, à tel jour, à telle heure il y a eu ceci. Non, il faut faire de l'analyse, de la mise en contexte et tout le reste, et je me suis donné également une certaine profondeur historique pour amener à comprendre un certain nombre de choses, parce que la faiblesse analytique que l'on observe dans les médias aujourd'hui, c'est simplement de rester à l'écume des choses.
chose. Oui. De dire, bon voilà, la présidentielle s'est mal déroulée, Déroulé. mais il faut questionner un peu le passé pour se rendre compte que c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup découvrent par exemple la contestation électorale par le professeur Kamto en 1992. John Fundi avait fait la même chose. Pareil. L'ambassade du Cameroun, je crois à Paris, en Suisse également, on a décroché la photo du président Paul Biya pour afficher celle de John Fundi. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Peut-être que cette fois, la contestation a été beaucoup plus forte de la part du professeur Kamto par rapport à Fundi. Et encore, à l'époque, Fundi avait été maintenu en résidence surveillée chez lui à Bamenda. Donc en fait, c'est une espèce de répétition. Voilà. Donc l'histoire recommence, absolument. mais avec d'autres acteurs. Tout à fait. Il y a toujours d'autres presque acteurs pareil. avec un contexte qui est différent. L'avènement des réseaux sociaux et tout ça qui rend la circulation de l'information beaucoup plus facile et beaucoup plus grande qu'à cette époque où il fallait compter simplement sur quelques journaux qui étaient encore indépendants ou alors très proches de l'opposition à cette époque-là. Donc voilà, il y a, je voudrais pas dire qu'il y a pas grand-chose sous le soleil, ce serait faire injure aux acteurs politiques d'aujourd'hui, mais je veux dire qu'il y a très peu de choses qui changent en réalité. Et c'est pour ça que j'estime que c'est quand même regrettable que le Cameroun soit en train de marquer le pas sur place depuis tant d'années. Vous empruntez d'ailleurs quelques propos qui font savoir qu'on avance à reculons. Oui, c'est Abel Eyinga qui a trouvé la formule juste, qui présente le Cameroun comme un modèle de démocratie regressive. Et il le disait au début des années 90. Vous imaginez? Tout à fait. Au début des années 90, il présentait déjà le Cameroun comme un modèle de démocratie regressive. Alors, j'imagine que s'il voit ce qui se passe au Cameroun en 2019 aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe. Tout en cherchant les origines du mal à la racine, vous nous parlez de l'élection présidentielle de 2018 comme étant celle qui a davantage intéressé le grand public. Oui. Le peuple s'est mêlé à la foule, a participé à travers des meetings, que ce soit du MRC, que ce soit de Cabral Libi dans les différentes villes où il a été, notamment à Douala, où il ouvre sa campagne. On a bien vu que le public se sent concerné et que l'affaire des élections n'est plus une affaire des autres. Alors, il y a effectivement eu un engouement tout à fait remarquable de la part du public et également des jeunes lors de la présidentielle de 2018. On n'avait pas vu une présidentielle aussi disputée depuis celle de 1992. Donc, en 2018, on a vu un regain d'intérêt de la part du public pour les élections. Mais il y a quelque chose d'absolument paradoxal parce qu'il y a quand même un hiatus incompréhensible entre la présence des gens dans les meetings. Les meetings étaient très populaires. De participation. Voilà, que ce soit les meetings du professeur Kamto, de Cabral Libi ou alors de Joshua Akiremuna ou autre. Akiremuna un peu moins. Mais il y avait un engouement véritable lors des meetings. Mais cet engouement ne s'est pas traduit par une participation massive à ces élections. Le jour du vote, le 7 octobre, j'ai fait le tour de quelques bureaux de vote ici à Yaoundé et j'avoue que j'ai été un peu déçu parce qu'il y avait plein de cartes d'électeurs qui gisaient devant les bureaux de vote. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt, il y a eu beaucoup d'animation, mais au final, la participation a été un peu décevante au regard de ce qu'on voyait lors des meetings. Alors, ce qui a rendu cette élection présidentielle davantage intéressante, c'est la qualité des candidats. Oui. Parce que jusqu'à présent, la présidentielle d'avant, on avait eu 23 candidats, et sur les 23 candidats, je pense qu'il y avait une vingtaine de candidatures un peu farfelues, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Oui. Et pendant longtemps, le pouvoir de Yaoundé a prétendu que les opposants n'avaient pas de programme. Or, en 2018, on a vu que la plupart de ces candidats présentaient un programme. On peut après discuter sur la qualité de ces programmes parce que j'en ai lu quelques-uns. Parfois, c'était très mal écrit, même sur le plan de la syntaxe, c'est un peu regrettable. Mais il y avait quand même quelque chose qui était proposé. Et il y avait également des gens qui proposaient des choses vraiment lumineuses. Donc, on a eu cet intérêt-là. Donc, les candidats de la dernière présidentielle sont venus un peu faire mentir ceux qui ont passé le temps à dire oui, on a une opposition
qui ne vaut rien, on a une opposition qui ne propose rien. Au contraire, on s'est plutôt rendu compte que l'opposition avait des choses à proposer, mais c'est le pouvoir qui n'avait rien à proposer. Parce que vous avez vu en fait de programme, le RDPC est allé réchauffer un vieux livre du président Paul Biya paru en 1987 qui était hérédité pour le libéralisme communautaire. On a ajouté 2 ou 3 virgules et on a proposé aux gens, ce qui pour moi est quelque chose d'absolument ridicule. Et dit qu'avec ça, ils ont réussi à gagner avec 71% et le président de la République, après 12 minutes de campagne, remporte l'élection avec 71%. Oui. Enfin, c'est quand même énorme. Est déclaré vainqueur avec 71%. C'est quand même énorme. Dans une démocratie, 71%, c'est un plébiscite. Comment fait-on pour gagner, pour être déclaré vainqueur d'une élection avec 71% sans proposer un programme et avec 12 minutes de meeting en tout, de campagne en tout et pour tout? Je pense que le président devrait pouvoir proposer sa recette au monde entier. Vous faites le rapprochement avec d'autres présidents qui, quelques années avant, avaient gagné avec des scores fleuves et puis tard sont partis. Est-ce que ça veut dire que finalement, le scénario peut se produire au Cameroun ou pas du tout? En fait, quand j'ai fait des comparaisons entre un certain nombre de leaders qui, quelque temps plus tôt, remportent une élection avec, ou alors sont déclarés vainqueurs d'élections avec des scores tout à fait soviétiques, et quelques mois plus tard sont renversés par la masse, par la clameur populaire et tout. C'est pour, vous avez vu le cas par exemple du Burkina Faso, Blaise Compaoré venait de gagner une élection, j'en parle dans le livre, avec je crois 80%. Vous avez vu l'Algérien Bouteflika, il a été chassé par la population alors qu'il venait de gagner avec pratiquement 90%. Et plus. Pareil pour Ben Ali, ainsi de suite. Voilà. Donc, et quelque temps plus tard, lorsqu'ils sont chassés, vous voyez une marée humaine qui descend dans la rue. Ça doit amener à s'interroger sur la sincérité des scores que ces personnes-là obtiennent. Est-ce que ce n'est pas des scores qui sont un peu forcés? Parce que d'où sortent ces gens-là? Comment peut-on remporter une élection avec 71% et être contesté quelques mois seulement plus tard par une frange aussi importante de la population? Donc ça doit amener à questionner. Et je dis dans le livre que le drame du président de la République aujourd'hui, c'est qu'il est entouré par un certain nombre de griots qui lui font fantasmer une popularité qu'il a perdue depuis longtemps. Je pense que sa popularité d'il y a 10 ans n'est plus exactement la même et il doit pouvoir en prendre conscience, et les 71% qui lui ont été attribués par le Conseil constitutionnel ne doivent pas faire illusion sur le ressenti des Camerounais quant à sa gouvernance aujourd'hui. Vous semblez dire également dans le livre que c'est un peu comme si le président Paul Biya ne voulait pas participer aux élections et que quelque part son entourage a décidé autrement. Et il leur a simplement dit, d'accord, allez, faites-moi gagner l'élection, ce qui a été fait. Enfin, quand vous regardez l'attitude du président de la République, est-ce qu'il a affiché l'attitude de quelqu'un qui voulait aller à une élection et qui voulait la gagner? Je ne le pense pas. Quand on va à une élection présidentielle, et je rappelle que une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un candidat avec son peuple. C'est-à-dire que, et c'est encore plus grave pour quelqu'un qui est là au pouvoir depuis plus de 30 ans. Donc, à la différence des autres candidats qui ont le beau rôle, parce qu'ils vont simplement dire, voilà, je vous promets ci, je vous promets ça, je vous promets, je vous promets. Lui, il a un bilan à défendre. Un bilan des 7 dernières années qu'il a passé au pouvoir, mais des 30 dernières années passées au pouvoir, parce qu'il n'est pas là depuis hier seulement, il est là depuis longtemps. Donc, voilà. Mais quand on a vu dans son attitude, on n'a pas ressenti quelqu'un qui en voulait. D'abord, il déclare sa candidature vraiment sur le fil du rasoir. C'était Twitter. Voilà. Et pas un tout petit tweet comme ça là pour annoncer sa candidature. Je pense qu'après le temps qu'il a passé au pouvoir, le peuple méritait un peu plus qu'un tweet. Deuxième chose, il ne va pas du tout battre campagne. Il fait in extremis un meeting à Maroua, un discours qui dure en tout et pour tout 12 minutes et 50 secondes, et puis après on ne le voit plus jamais. Alors qu'on avait annoncé
le président de la République à Buea. Les dispositions avaient déjà été prises. Certains responsables du protocole avaient fait le déplacement de Buea pour préparer son arrivée. Et à la dernière minute, patatras, on dit il ne viendra plus. Et on ne l'a plus jamais vu jusqu'au jour où il est venu à son bureau de vote de Bastos pour accomplir son devoir électoral. Excusez-moi, mais ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut y aller. Et moi, j'ai eu des sources qui m'ont expliqué que le président de la République, quelque temps avant, d'annoncer sa candidature, a fait venir un certain nombre de notables de son parti pour leur dire, bon, écoutez, la présidentielle est annoncée, qu'est-ce que vous avez prévu? Et les bons hommes n'avaient rien prévu du tout. Il dit, ok, vous attendez les postes, c'est ça. Allez donc préparer cette élection présidentielle. Voilà. Et donc, moi, j'ai également quelque chose d'assez important, c'est un meeting qui a eu lieu à l'ouest, je pense que c'était à Banganté, et c'est le sultan roi des Bamoun qui a dit que le président Paul Biya le veuille ou pas, il sera candidat. Voilà, donc à un moment donné, mis tous ces éléments bout à bout, on se demande parfois s'il voulait vraiment y aller. Mais quand on regarde la tournure des choses, on est fondé aujourd'hui à penser que c'était le mandat de trop. Il y a toute une histoire qui est contée dans le livre. Il y a le contentieux post-électoral, une véritable ambiance. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a eu véritablement du travail parce que c'était pour la première fois quand même que cet organe siégeait au Cameroun. On a pu voir des candidats qui venaient défendre une élection qu'ils jugeaient pas très transparente. Que ce soit au niveau du MRC qui est venu avec un collège d'avocats assez important. Oui. Et les démonstrations ont particulièrement intéressé que ce soit la communauté nationale tant qu'internationale. C'était un match de football, tout le monde regardait. Oui, alors et je raconte effectivement ce contentieux électoral très haletant dans le livre. À cette époque-là, je me souviens plus très bien, il y avait un match de football des Lions, un match assez important, mais j'ai été impressionné de voir que dans les bars de Yaoundé, personne ne regardait le match, mais était câblé sur la télévision publique pour regarder le contentieux électoral. Ça veut dire que en l'espace d'une élection ou alors d'un contentieux électoral, l'opium du peuple a changé, est passé du football pour devenir la politique, ce qui est tout à fait appréciable parce que il y en a marre avec le football dans ce pays qui nous ruine, qui ne nous amène rien du tout. Voilà. Donc, et ce contentieux a tenu le public en haleine. Là encore, on doit cette animation du contentieux électoral à la qualité des opposants que nous avons eu cette fois. Parce que par le passé, lorsque le contentieux électoral était géré par la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel, on avait un certain nombre de candidats farfelus qui arrivaient devant le contentieux électoral avec des recours qui étaient mal rédigés, qui étaient rejetés essentiellement sur la forme. Mais cette fois, ils ont eu affaire à des candidats qui avaient très bien préparé leur dossier, qui se présentaient non pas pour plaisanter, mais parce qu'ils voulaient véritablement casser cette élection. Et la plupart de ceux qui soutiennent aujourd'hui le MRC ont été séduits par la prestation des leaders du MRC lors de ce contentieux électoral. Plutôt courageux d'aller remettre en cause la constitution du Conseil constitutionnel. Remettre en question la décision du contentieux électoral n'est même pas en soi quelque chose de héroïque, mais c'est la qualité de l'argumentaire, la qualité de la prestation de ces gens-là devant le contentieux électoral. Et vous avez vu très bien que même ceux qui ne sont pas partisans, comme nous autres, qui voudraient simplement avoir un pays où les choses sont à peu près transparentes, on a été quand même un peu choqué de voir un certain nombre de choses. Quand vous avez un président du Conseil constitutionnel dont l'épouse est militante engagée du RDPC, députée par ailleurs, vous avez au moins 4 ou 5 membres du Conseil constitutionnel qui sont des militants du RDPC, membres du bureau politique. Alors là, à un moment donné, vous vous dites, mais attendez, on plaisante là, qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. Donc, je dis que ça fait partie des éléments qui jettent un peu le discrédit sur la qualité du processus électoral. Et ce qui a été intéressant lors de la présidentielle de 2018, c'est la diffusion en direct de ce contentieux électoral à la télévision. Et c'est ça également qui a révolté une bonne partie de la diaspora qui se dit, non, mais il y en a marre de faire des choses totalement fake dans ce pays. Il faut qu'on
fasse des choses de manière claire. Beaucoup de Camerounais se fichent de savoir si c'est le président Paul Biya qui sera élu, si c'est Maurice Kamto, Akere Mouna ou bien Joshua aussi. Oui. Tout ce qui importe pour un certain nombre de Camerounais non partisans, c'est de savoir que celui qui sera là aura véritablement été la volonté du peuple, aura été vraiment choisi par les électeurs. Voilà. Un souffle et puis on revient. Banaba yabo yabamo banaba Camerouno. Boya vamo banaba Cameroune. Green, red, yellow, vert, le rouge, le jaune. It's our country. Look at this land, this gift, our treasure, our future. God give the land. People don't know the land, treasure is for the land. Cameroon is strong, wise women and men. Mamana, Cameroon shine, all over the world, Cameroon bright. Cameroon Mandara, Cameroon Mangabel, Joya, Wante, Mnyobe. Cameroon char des dieux, Cameroon, peace, walk, Farouland. Bombé nous boulons au Cameroun, des hommes forts tous bombés au four et au moulin. Des jeunes travailleurs tous à l'œuvre, ils disent les pas des lendemains. Main dans la main, on a pris les rênes, ensemble on est fort. L'histoire dit, on est un peuple fier. On a écrit notre lutte avec le son d'hier. Aujourd'hui on l'écrit en encre d'or. Cameroun beau et fort. Yes. Camerounais, yeah, yeah. Camerounais. Banaba yabo yabamo banaba Camerouno. Boya vamo banaba Cameroune. Pays du Makossa, du Banskin, on va danser. À Angola, Bouyaba Foot, on va cadencer. Douala Marois, Fumbot, ça dit quoi? Des ghettos, des liches, c'est le bled, c'est le quad. Savane de la Damawa, nous sommes tous des héritiers. Fils de Ngorli Touba, c'est le Camer en entier. Le 237, c'est fils et filles de guerriers, tous aguerris, combattants. Merci de nous écouter sur la 88.4, mais également sur Facebook. C'est la page Facebook de la radio. C'est Royal FM Espace Cameroun en minuscule. Un salut à Monsieur Katala Kenyé qui dit bonjour, bonsoir à Jean-Bruno Tagneux. Un salut. Bonsoir. Il faut dire quand même que autour de votre livre, il y a un engouement tout particulier. Lorsqu'on a annoncé qu'on devait vous recevoir ici, beaucoup d'internautes ont dit que cela était impossible. Peut-être ils pensent que la censure existe encore au Cameroun et qu'il n'est plus possible de présenter ou de dire tout haut ce que les uns et les autres disent tout bas. Oui, je pense que j'ai beau être critique envers la manière dont ce pays fonctionne, mais on doit à la vérité de dire quand même qu'en matière de liberté, on n'est pas aussi mal loti que cela. Oui. Je ne dis pas que c'est le paradis, il faut qu'on se comprenne très bien, mais on a encore la possibilité de pouvoir s'exprimer. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. Oui. Mon livre est sorti au Cameroun 2 jours avant mon départ pour l'Allemagne, parce que j'avais déjà programmé un voyage invité en Allemagne pour présenter cet ouvrage. Et donc quand je suis arrivé en Allemagne, il y a plein de gens qui m'ont dit de ne pas rentrer parce qu'on m'arrêterait à l'aéroport, voilà.
Certains gens m'ont même appelé du Cameroun, prétendant parler au nom des services de renseignement. Ah oui, ton nom circule, Jean-Bruno. Il y a un dispositif qui a déjà été prévu à l'aéroport pour t'arrêter. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, vraiment pour ton livre. On dit, ouais, c'est inacceptable d'écrire une telle chose. D'aucuns ont même raconté une histoire du genre, je percevais des salaires fictifs à l'époque où j'étais journaliste à Canal 2 et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Donc cette histoire était... D'abord, je leur ai dit, mais avant que je ne parte pour l'Allemagne, mon livre est sorti au Cameroun. J'en ai fait une dédicace. Personne ne m'a rien dit. Voilà, je leur ai dit, non, je n'ai pas l'intention de m'exiler. Je vais rentrer au Cameroun et puis il ne m'arrivera rien. Voilà, donc simplement parce que je fais un travail de journaliste qui peut ne pas être apprécié par tout le monde. Et là n'est pas la question. De toutes les façons, l'unanimité, ça n'existe pas. Et je fais même très très attention à ce qui suscite l'unanimité. Je pense simplement que je fais mon boulot de journaliste. Écrit, c'est ce qu'il y a de plus banal pour un journaliste. Donc je ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas avoir relevé un défi particulier. J'ai simplement exprimé une opinion dans un ouvrage et je n'ai pas d'autre prétention à travers ce livre que d'apporter ma contribution à l'évolution démocratique de ce pays. Moi, j'aimerais être d'un pays qui soit présenté comme un modèle de démocratie à travers le monde. Moi, ça me ferait plaisir. Chaque fois quand je voyage et que les gens me disent, alors votre président, il est là depuis combien d'années? 37 ans, ça. Alors, est-ce qu'il y a même l'opposition chez vous? Ça, c'est des questions qu'on me pose chaque fois que je suis hors du Cameroun. Et ça me gêne. Moi, j'aimerais être dans un pays où les choses sont un peu plus claires et je ne doute pas qu'il y aura une évolution à condition que ceux qui dirigent ce pays soient un peu plus ouverts, moins sectaires, parce que c'est malheureusement ça le cas dans notre pays. Des personnes, sans vouloir me vanter, des personnes comme moi, on n'aime pas les écouter parce qu'on se dit, ouais, il n'est pas avec nous. Non, on l'écarte, il n'est pas avec nous. Malheureusement, le pays s'enfonce. Oui. Il faut dire aujourd'hui, si on essaie de contextualiser, parce que j'aimerais bien qu'on parle d'actualité. Oui. En ce moment, il y a la nomination ou la mise en fonction des préfets, des sous-préfets. Et beaucoup suspectent que c'est pour préparer les élections qui arrivent. Parce que quand même, ce sont des éléments ou des acteurs qui interviennent dans le processus électoral. Voilà les législatives qui arrivent bientôt. Vous soupçonnez d'ailleurs l'État de vouloir organiser d'abord les régionales avant les législatives pour s'assurer que là, il y aura, c'est sûr, au niveau des députés, le parti au pouvoir va se tailler la part du lion. Ça, oui, là je pose effectivement le problème du calendrier électoral au pays, dans ce pays qui fonctionne un peu comme une chose-trappe pour de la part du pouvoir. Voilà, donc je ne serais pas surpris que le pouvoir organise les élections régionales avant les élections législatives et municipales, parce que cela permettrait, vous savez que les élections régionales, ce sont les conseillers municipaux qui votent. Donc cela permettrait au gouvernement, au pouvoir RDPC aujourd'hui, qui a une majorité écrasante dans les conseils municipaux à travers le pays, qu'il s'assure une majorité également dans les exécutifs régionaux à travers l'ensemble du pays. Ce qui ne serait que normal puisque les conseillers ont bénéficié d'une prorogation normal. en fait. Non, justement, ce qui ne serait pas normal, parce que la légitimité des conseils régionaux issus d'une telle élection serait sujette à caution, parce que on a quand même prolongé au moins 2 fois le mandat des conseillers municipaux actuels. Je pense que si on est quand même soucieux de la manière, ce n'est pas illégal, n'est pas illégal, mais est-ce que c'est légitime? Non. Je pense que si on est soucieux de clarté, si on est soucieux de bien faire les choses, il faudrait quand même qu'on mette les choses dans le bon ordre, qu'on organise d'abord les élections législatives et municipales et que par la suite, on organise les élections pour les conseils régionaux. Et l'urgence devient intenable. Vous savez, nous sortons d'un grand dialogue national où il a été décidé de l'accélération du processus de décentralisation qui a piétiné. On a fait preuve de fainéantise parce que c'est depuis 96 quand même qu'on a décidé de la décentralisation, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas été véritablement mise en œuvre. Et donc, on sort du grand dialogue national où il est question de renforcer la décentralisation et d'accorder
et selon les prescriptions du Grand Dialogue National, d'accorder un régime spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en espérant que cela va calmer les sécessionnistes en Amazonie. Voilà, donc je pense que la question du calendrier électoral, c'est quelque chose de très très important. Sur la question des députés, on peut effectivement subodorer que l'aménagement ou alors les mouvements dans la préfectorale qui ont été opérés hier par le président de la République visent la préparation des prochaines élections. Mais ce n'est pas tout à fait vrai que de dire que les sous-préfets interviennent dans le processus électoral, un peu moins. On a connu une époque, et j'en parle dans le livre, où c'est la préfectorale qui gérait effectivement les élections. Mais avec la mise en place de l'ONEL, après ELECAM, ainsi de suite, il y a eu petit à petit un retrait de l'autorité administrative dans l'organisation des élections. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas une influence sur le processus. Donc, en général, vers l'approche des échéances électorales importantes, le chef de l'État procède toujours à des mouvements dans la préfectorale. On peut penser effectivement que les nominations d'hier participent de la préparation des prochaines échéances. Vous en parliez il y a un moment, vous parliez de dialogue national. Le dialogue national, en quoi est-ce le grand dialogue national? Parce que, en quoi est-ce il s'éloigne de la tripartite où il y a eu des résolutions, beaucoup de résolutions, toujours présidées par un premier ministre qui avait été nommé quelque temps avant. En quoi est-ce que le grand dialogue national aujourd'hui peut être différent de la tripartite où il y a eu des résolutions, mais aucune n'a été implémentée sur le terrain? Alors, effectivement, je parle également dans cet ouvrage de la tripartite de 1991. La tripartite qui avait été appelée par le président de la République. Et l'objectif, c'était de décrisper la situation politique parce que le Cameroun était paralysé par les villes mortes. L'opposition avait véritablement pris le pays en otage. Les villes mortes paralysaient l'ensemble du pays et l'opposition demandait une conférence nationale souveraine. Le président de la République, à la place d'une conférence nationale souveraine, a plutôt donné une tripartite qui devait être présidée par le Premier ministre et devait rassembler le pouvoir, l'opposition et la société civile. Alors, à la suite ou alors au cours de cette tripartite, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises. Le pouvoir a obtenu que l'opposition mette fin aux villes mortes et l'opposition a obtenu du pouvoir un certain nombre de mesures, la fin de la suspension des manifestations publiques, la levée de la suspension d'un certain nombre d'ONG et d'organisations de la société civile comme Cap Liberté, Human Rights Watch du professeur Ambroise comme à l'époque. Il y a eu un moratoire fiscal qui avait été accordé à un certain nombre de chefs d'entreprise, dont il y a eu pas mal de résolutions. Et il y a également un code électorale qui avait la loi électorale qui était sortie de cette tripartite et tout, et on a mis en place la constitution est sortie sur les fonds baptismaux et tout. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de résolutions, mais on s'est rendu compte que l'objectif du pouvoir en organisant cette tripartite, c'était simplement de faire que l'opposition quitte la rue. Une fois que l'opposition avait réussi à quitter la rue, le pouvoir avait remporté la bataille et les résolutions les plus grandes de la tripartite, beaucoup n'ont pas été appliquées. D'accord, il y a eu la libération d'un certain nombre de prisonniers qui avaient été interpellés dans le cadre des manifestations de la ville morte. Il y a eu ce moratoire fiscal qui a permis de donner un bol d'air à un certain nombre de chefs d'entreprise qui avaient engrangé beaucoup de pertes lors des manifestations, ainsi de suite. Mais quand on compare les attentes de cette tripartite par rapport à ce qui avait finalement été obtenu, c'est assez faible. Et du coup, on se rend compte qu'avec le grand dialogue national, on craint d'avoir la même chose. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, je n'aurais pas dit ça avant le grand dialogue national pour éviter d'être perçu comme quelqu'un qui ne voudrait pas que la paix revienne, parce que nous avons quand même 3000 morts sous la main, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait arrêter les tueries, je pense que c'est à prendre. Mais maintenant, le grand dialogue national est fini. On en parle désormais
un peu moins. Il y a eu beaucoup de folklore, mais désormais, on en parle un peu moins. Et après, le président de la République, à la fin du grand dialogue national, a fait un tweet qui vient quand même doucher l'enthousiasme même des plus grands optimistes par rapport à ce grand dialogue national, parce qu'il dit, bon voilà, les résolutions qui ont été prises lors de ce grand dialogue national, on verra dans quelle mesure essayer de voir si on peut les appliquer. Elle examine la faisabilité aujourd'hui. Voilà, la faisabilité, l'opportunité et de manière progressive. Voilà. Donc, il y a une hypothèque sérieuse que le président de la République a posée sur les résolutions du grand dialogue national. Voilà. Alors que ceux qui ont participé de bonne foi, qui pensaient que cela pouvait être quelque chose d'essentiel, souhaitaient que les résolutions de ce grand dialogue national soient contenues dans, dans un texte qui soit contraignant à la fois pour le président de la République et pour tous les autres. Et beaucoup souhaitaient également que ce grand dialogue national, au lieu d'être présidé par le Premier ministre, soit présidé par une personnalité qui est neutre. Parce que le Premier ministre fait partie d'un gouvernement quand même qui, au début de la crise, il y a 3 ans, disait qu'il n'y a pas de problème anglophone, qui a échoué totalement dans la résolution de cette crise. Et à partir de ce moment-là, on se demande, est-ce que ceux qui n'ont pas été capables de ramener la paix depuis 3 ans peuvent être ceux-là même à qui on va confier la mission de régler la crise? Là est toute la question. Donc, aujourd'hui, je suis un tout petit peu sceptique quant au lendemain de ce grand dialogue national, quant à la possibilité d'appliquer véritablement les résolutions qui sont sorties de cette grand-messe. Il faut dire que les lendemains du grand dialogue national, c'est avec la libération quand même de quelques militants, des militants du MRC, parce qu'il y a quand même encore certains qui restent derrière les barreaux pour d'autres affaires qui n'ont... voilà, par exemple, la mutinerie à Kondengui, mais de manière générale, est-ce que dans la perspective de décrispation de l'atmosphère ou bien de la scène politique, finalement, le président n'a pas touché le bon endroit en libérant d'abord les membres du MRC ainsi que ceux qui ont manifesté dans le cadre de la crise anglophone? Non, je pense qu'il a fait les choses à moitié. C'est déjà pas mal d'avoir libéré 333 prisonniers anglophones. C'est quelque chose à prendre. C'est pas mal également d'avoir libéré les militants les leaders du MRC et quelques militants, même si les autres sont encore en prison, parce que c'était clairement des prisonniers politiques. Je ne sais pas à qui vous allez expliquer que on arrête des responsables politiques pour avoir organisé une marche, on les met en prison et ils sont jugés devant un tribunal militaire et risquent la peine de mort. On se croirait en République soviétique de Staline. C'est pas possible dans une démocratie. Un homme politique a tout à fait le droit de contester même l'élection d'un président. Donc c'est le rôle d'un homme politique. On ne peut pas criminaliser la contestation d'une élection. C'est absurde, totalement absurde. Et c'est quand même grossier qu'on cherche à juger des hommes politiques devant un tribunal militaire simplement pour avoir contesté une élection présidentielle. Une contestation au cours de laquelle il n'y a pas eu mort d'homme. On n'a rien détruit. Parce que moi, je fais une distinction nette entre les manifestations du MRC qui ont eu lieu au Cameroun et les manifestations qui ont été organisés à l'étranger et qui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut prouver que c'était des militants du MRC. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Certaines opinions estiment ou indiquent que l'affaire a été peaufinée ici à Oudja, ici à Yaoundé, lors d'une concertation. Jusqu'à présent, à ma connaissance, cela n'a pas été prouvé. Donc, je préfère parler de ce que je sais. Moi, j'ai vu les manifestations qui ont eu lieu à Douala et ici à Yaoundé. Il n'y a eu aucun incident. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi ces personnes devaient être poursuivies, non seulement poursuivies, mais qui plus est devant un tribunal militaire. Comme je l'ai dit, c'est absolument grossier. Donc, pour moi, c'était des prisonniers politiques, point. Maintenant, je disais que le président de la République a malheureusement fait les choses à moitié parce que il est évident aujourd'hui que les seules personnes qui ont la légitimité pour pouvoir faire sortir les gens du maquis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont encore en prison. Je veux parler par exemple de Ayoub Tabé, de Mancho BBC et puis de plein d'autres personnes. Moi, je ne sais pas pourquoi le président de la République ne peut pas utiliser le pouvoir que lui donne la Constitution pour gracier ces personnes-là, les convoquer autour d'une table de négociation pour essayer de ramener la paix. Je rappelle quand même qu'il y a 3000 types qui ont déjà été tués. C'est énorme.
Oui. Il y a 3000 types qui ont été tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit les populations civiles, les combattants ambazoniens ou alors les militaires camerounais. Ce sont tous des Camerounais et on aurait pu en faire l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir libérer les uns, maintenir les autres en prison, cela ne résout aucun problème, alors qu'il est question de parer au plus pressé parce qu'on a perdu 3 années. Au cours des 3 années, il y a eu beaucoup de morts. Donc pour moi, le président de la République aurait dû libérer, accorder sa grâce, y compris à ceux qui ont déjà été condamnés, parce qu'Ayoub Tabé, par exemple, il a écopé de la perpétuité. Je pense que le président finira par le libérer parce que j'ai le sentiment, au regard de mon analyse, qu'il est la seule personne aujourd'hui légitime pour parler aux combattants ambazoniens qui sont encore dans les brousses. Tant qu'il reste dans la prison, chaque jour, il y a des gens qui se radicalisent un peu plus face à la cruauté de ce qu'on observe sur le terrain. Et c'est bien dommage. Parce que le problème de cette crise anglophone, c'est que il y a plusieurs clans dans la crise anglophone. Il y a ceux qui sont pour la sécession et qui pensent qu'ils peuvent utiliser le droit international, le lobbying international pour pouvoir obtenir un État ambazonien. Il y en a qui pensent qu'ils pourront l'obtenir essentiellement par les armes. Et je peux me tromper peut-être, je pense que Ayoub Tabé, les Manchots BBC et tout ça font partie de l'aile moins dure des ambazoniens qui pensaient que par le droit international et tout le reste, ils pourront obtenir la sécession. Je pense que c'est des gens avec qui on peut discuter et ils pourraient réussir à calmer un peu les ardeurs de ceux qui pensent que par la guerre ils pourront réussir à obtenir un État ambazonien, ce qui est totalement faux. Ce ne sera pas possible puisque la plupart des Camerounais sont opposés effectivement à la sécession, mais cela doit se faire autour d'une table et je pense que le grand dialogue national, à mon avis, a été un acte manqué. Peut-être il va falloir organiser un autre grand dialogue national. Certainement, avec... et cette fois avec des acteurs qui ont la légitimité de pouvoir parler aux sécessionnistes et aux combattants qui sont encore dans les brousses. On sort du grand dialogue national. Qui, parmi tous ceux qui prétendaient représenter les anglophones, peut aller parler aux sécessionnistes? Si c'était quelque chose de sérieux, il y a bien longtemps que depuis que le grand dialogue national s'est achevé, il y aurait au moins une personne qui serait descendue à Bamenda, dans le Lébialem, ou bien, je sais pas, à Oku, ou n'importe quoi, pour essayer de rencontrer les combattants, pour essayer de les ramener à la raison. Non, je pense que si on veut véritablement résoudre cette crise, il faudrait qu'on mette d'abord les égos d'un côté, qu'on se dise que l'objectif aujourd'hui, c'est de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça, c'est vrai, mais également de préserver un certain nombre de vies parce que beaucoup de sang, malheureusement, a beaucoup coulé, a déjà coulé. Vous proposez quand même dans votre livre, et ça c'est pour sortir, quelques recettes pour enfin mettre fin au cycle de la contestation des résultats des élections. Quelques recettes. Oui, alors, et c'est ça que je trouve... c'est pas pour faire le cocorico, hein, non, parce que le livre, il ne faut pas s'arrêter simplement au titre principal qui est accordé avec fraude. Il y a le sous-titre qui pour moi me semble très très important. Comment sortir du cycle de Aïdjo Abia, comment sortir du cycle des élections contestées. Donc cela montre très bien que j'apporte un certain nombre de propositions. Par exemple, le sultan Bombo Njoya a proposé lors du grand dialogue national quelque chose qui figure noir sur blanc dans cet ouvrage-là. Je propose par exemple que l'âge électoral soit ramené de 20 à 18 ans, qu'il y ait une élection présidentielle à 2 tours, un bulletin unique, ce qui va réduire de 80% au moins les techniques de fraude si on a un bulletin de vote unique, donc une élection présidentielle à 2 tours, bulletin de vote unique, que le mandat du président de la République soit ramené de 7 ans renouvelable une fois à 5 ans renouvelable une fois. Je pense que, et là-dessus, le président Paul Biya n'a pas le choix, parce que s'il ne le fait pas, pour entrer dans l'histoire comme étant celui qui aura mis le Cameroun définitivement sur le train de la démocratie, un peu comme l'ont fait les Abdou Diouf, les Soglo au Bénin, ainsi de suite. S'il ne le fait pas, celui qui viendra avec lui sera obligé de faire, parce que de le faire. Je prends le risque de faire un peu de divination et je dis qu'après le président Paul Biya, personne d'autre ne fera plus de 10 ans au pouvoir au Cameroun. C'est terminé là, parce que c'est une époque qui aura vécu. Ce sera la fin d'une époque. Donc, il est dans son intérêt,
aujourd'hui de faire ces réformes-là de manière courageuse pour essayer d'entrer dans l'histoire comme étant celui qui aura installé le Cameroun définitivement sur la voie de la démocratie. Donc, présidentiel, mandat 5 ans renouvelable une fois. Et il y a également dans la procédure pour faire acte de candidature dans les élections législatives ou municipales, il faut essayer d'alléger un peu la procédure. Parce que jusqu'à présent, quand on regarde un peu le processus, ce qu'il faut pour être candidat à une élection législative, du dossier est peut-être... Voilà, la composition du dossier est inutilement longue et fastidieuse. Il faut rendre les choses un peu moins lourdes, parce que ça ressemble à un piège qu'on pose à l'opposition. Moi, j'essaye toujours de me mettre à la place des opposants, parce que ce sont apparemment les plus faibles dans l'affaire. Voilà, donc je pense qu'il y a ces réformes-là à faire. Il faut revoir également la composition de Elections Cameroun, revoir la composition du Conseil constitutionnel et rendre les membres de ces différentes institutions inamovibles. C'est-à-dire que si on dit le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 7 ans, il faudrait que ce soit de 7 ans non renouvelables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été nommés, ils ont affaire uniquement à leur conscience. Or, tel que c'est fait aujourd'hui, le président de la République garde sur eux la main. Ouais. C'est-à-dire que leurs mandats sont éventuellement renouvelables. Et le vice est dans ce éventuellement-là. C'est-à-dire que celui qui se tient bien, on va renouveler son mandat. Mais si vous voulez jouer le héros, on vous dégage et on vous remplace par quelqu'un d'autre. Je pense que si on veut qu'une institution comme le Conseil constitutionnel, comme Elections Cameroun soit crédible, les membres, à défaut d'empêcher qu'ils ne soient nommés essentiels uniquement que par le président de la République, mais même si c'est le président de la République qui les nomme, ce n'est pas très grave, au moins qu'il soit inamovible, sachant que le gars qui est à cette fonction, il se dit, bon voilà, je joue, je fais mon boulot, sachant que de toutes les façons, que je le fasse bien ou mal, je ne serai pas reconduit. Or, tel que c'est fait aujourd'hui, il y a le éventuellement là qui résonne comme une espèce de chantage vis-à-vis des membres de ces différentes institutions là qui sont obligés de faire un peu n'importe quoi pour plaire à l'autorité qui les a nommés. On va bientôt vous libérer, merci de votre patience. Je vais essayer de résumer. Votre livre, Accordé avec fraude, c'est d'abord en quelque sorte la recherche, ou alors vous présentez les origines du mal, d'où la fraude électorale est partie, le Cameroun sous tutelle avec les différentes élections de départ, avec le multipartisme, cela semble se pérenniser. Vous revenez particulièrement sur l'élection de 2018 que vous qualifiez comme l'une quand même des plus mémorables, du moins, avec beaucoup plus d'engouement. Oui, dans le contexte actuel. Vous revenez sur quelques candidats. Et je vais vous permettre de dire quelques mots sur Maurice Kamto, d'abord. Quelques mots. Ben écoutez, on doit la vérité de dire que de tous les 9 candidats, il est celui qui a montré pendant cette élection présidentielle qu'il en voulait. Voilà. Cabral Libby, vous le désignez comme le phénomène. Oui, Cabral Libby qui était parmi les plus jeunes, parce qu'il y a, ce sont des congénères, Cabral Libby, Matomba et puis le pasteur Ndifor, ils ont pratiquement le même âge. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui aura animé cette élection présidentielle, mais après, la gestion de l'après-présidentielle a été, me semble-t-il, catastrophique de sa part. Akeremouda, modèle d'humilité. Oui, Akeremouda fait quelque chose de remarquable lors de cette élection présidentielle. Il a fait quelque chose qu'on voit rarement chez les hommes politiques camerounais, c'est-à-dire s'effacer au profit d'un autre candidat, même s'il l'a fait tard. Et il a sauvé sa participation à cette élection présidentielle en se retirant au profit d'un autre candidat. C'est un acte d'humilité assez remarquable, rare, même s'il l'a fait un peu tard, et du coup, les effets de cet acte qu'on aurait pu qualifier d'héroïque n'ont pas été perceptibles. Joshua aussi, celui qui a été un peu délaissé. Oui, Joshua aussi a été la plus grosse déception de cette élection, parce qu'il a donné au SDF le pire score de son existence. Bon, c'est vrai que le SDF comme raison évoque la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui n'a pas permis, parce que le sud-ouest et le nord-ouest ce sont les fiefs de ce parti-là, mais c'est une explication qui ne me convainc pas beaucoup, parce que le SDF c'est quand même un vieux parti, et après toutes ces années-là, être encore cantonné dans un ghetto
du nord-ouest et du sud-ouest, je pense que c'est regrettable pour un parti de cette dimension-là. Est-ce que le livre, tel qu'il est écrit aujourd'hui, il vous satisfait? S'il fallait réécrire le même ouvrage, est-ce qu'il y a des éléments que vous aurez soit ajoutés ou alors simplement enlevés? Oui, il y a évidemment pas mal de choses que j'aurais ajoutées parce qu'étant perfectionniste, j'ai toujours des choses à redire. Voilà, mais bon, il faut bien qu'on se rende compte que dans un ouvrage, on ne peut pas tout dire. Oui. C'est une contribution. D'autres peuvent aller un peu plus loin et c'est comme ça qu'on va construire un peu l'histoire de ce pays. Je ne pense pas avoir écrit la Bible. C'est une contribution qui peut être améliorée et d'autres personnes peuvent faire quelque chose qui soit beaucoup plus intéressant que celui-là. Après Accordé avec fraude, on devrait s'attendre à un autre ouvrage dans le même sens ou peut-être dans un autre domaine maintenant? Si les choses se passent comme je les ai prévues, j'aurai un autre ouvrage avant la fin de cette année ou alors en début de l'année prochaine. Mais ce ne sera pas un ouvrage politique, sans vouloir trahir un secret, parce que j'ai pour habitude de ne jamais annoncer les livres que je vais écrire. Oui. Moi, je ne dis jamais, je vais écrire un livre sur telle chose. C'est Non, encore laboratoire, je il va falloir travaille, l'attendre. calmement, c'est quand c'est prêt que quelques personnes autour de moi peuvent avoir la confidence. Par exemple, ce livre, je l'ai écrit dans le secret le plus total. Il y a que mon épouse et puis deux amis qui le savaient. Même mon éditeur ne le savait pas. C'est quand le livre est fini, je suis venu lui donner le manuscrit qu'il a même su que j'écrivais un livre. Donc, mais pour le prochain livre, je peux déjà en parler parce que j'ai fini. Il est en ce moment chez l'éditeur. C'est un ouvrage entretien avec une personnalité assez importante. Et je vous promets que vous serez le premier à le savoir le moment venu. Merci bien. Merci bien. Peut-être avant de sortir, on ne peut pas partir sans parler de Jean-Bruno Tagneux en tant que journaliste. Oui. Après Canal 2 International, maintenant vous êtes à Nadia TV, je crois, votre Oui. propre projet. Oui, comme vous le savez, on va pas refaire l'histoire. J'ai été viré de Canal 2 il y a quelque temps. Et donc, voilà, quand je suis parti, cela m'a laissé quand même un peu de temps pour pouvoir peaufiner mon livre. Oui. Donc, j'avais un peu plus de temps pour pouvoir écrire mon livre. Le livre, il est fini, il est sorti. J'en ai fait la promotion. Je vais repartir pour la promotion bientôt. Donc, j'ai pu mettre en place un projet audiovisuel. C'est une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Naya International Production. Oui. Et nous avons mis en place une chaîne en ligne qui s'appelle Naya TV. Oui. Et le lancement, c'est vrai que cette chaîne existe depuis quelque temps, mais je n'y faisais pas des productions personnelles. Oui. Donc, j'ai commencé à la faveur du Grand Dialogue National à travers ce que j'ai appelé un programme que j'ai appelé En attendant le Grand Dialogue, où je rencontrais des intellectuels, des hommes politiques pour les interviewer, question de leur permettre de parler du Grand Dialogue National. C'est ainsi que j'ai reçu le professeur Ambroise Com, j'ai reçu Alice Sadio, j'ai reçu le professeur Armand Leka Somba, Jules Domché et pas mal d'autres personnes. Donc c'est un peu le début. Je vais continuer dans les prochains jours avec une nouvelle production qui cette fois sera régulière, mais pas ponctuel, comme le Grand Dialogue National qui était événementiel, c'était lié à un événement précis. Donc, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus régulier dans les prochains jours. Et en attendant de pouvoir faire éventuellement autre chose. Voilà. En tout cas, merci Jean-Bruno Tagneux d'avoir accepté de venir nous présenter. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et sans vouloir vous flatter, je suis content que vous ayez lu le livre parce que malheureusement j'ai l'habitude de publier, c'est mon 3e livre et chaque fois je suis un peu déprimé quand je suis reçu par des journalistes qui malheureusement m'interviewent sur mon livre alors qu'ils ne l'ont même pas feuilleté. Et je me rends compte que vous l'avez lu et ça me fait plaisir, c'est agréable de discuter d'un livre avec quelqu'un qui l'a lu. Merci et je vous remercie. Ça vous a fait plaisir également de changer votre place parce que quelquefois, presque toujours, et même d'ailleurs le mardi, vous étiez
celui qui Oui, posait les être questions. interviewé alors que j'ai l'habitude d'interviewer, c'est vrai que c'est une position que je trouve pas très très confortable, mais bon, ce n'était pas très très compliqué non plus. Moi, j'ai pris du plaisir à participer à cette émission. Merci infiniment. C'était un plaisir pour nous. Merci, avec plaisir. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Pause.
Eh bien, messieurs et dames, nous sommes déjà partis sur les 22h27 sur la radio. Merci de nous écouter depuis 21h. Merci à, une fois de plus, Jean-Bruno Tagneux qui a bien voulu venir ici à la maison de la radio nous présenter son ouvrage. D'autres surprises en termes d'écrivain vous attendent mardi prochain. Mais nous allons poursuivre avec l'actualité culturelle du moment. Mais avant, je vous propose de souffler en musique une fois de plus. Strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixed
mixtape on every weekend. Had it repeating, had it repeating. You were my September song, summer lasted too long. Time moves so slowly when you're only 15. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15, and I remember the chorus. They were singing it for us. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. Sometimes I think that I see you facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it, 'cause if we met we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend. Got it repeating, got it repeating. You were my September song, summer lasted too long. Time moves so slowly, when you're only 15. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15, and I remember the chorus. They were singing it for us. I hear that September song and I'm singing along, thinking about you and me. Oh, what a melody. And as the years go by, you will still be mine, be mine. You were mine. You were my September song, summer lasted too long. Time moves so slowly when you're only 15. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15, and I remember the chorus. They were singing it for us. You were my September song. I remember the chorus. They were singing it for us. Eh bien, à présent, nous allons nous intéresser à un sujet bien particulier. En ce moment, les droits d'auteur font l'objet de beaucoup d'attentes. Ils sont nombreux ces artistes qui attendent les répartitions. Et déjà, il y a des grands. Récemment, on a appris justement que l'artiste Sergio Polo s'indigne ou alors estime qu'il y a du flou autour des recouvrements. Il veut savoir justement ce qui se passe. L'affaire a été portée par une chaîne de télévision à Douala qui déjà a donné la parole à l'intéressé. Il s'est exprimé lors d'une édition d'information. Bien avant, il y avait des rumeurs qui faisaient état de ce que dans le droit d'auteur, il y a des incertitudes, il y a des suspicions de détournement, il y a même des suspicions de noms fictifs qui figureraient justement dans ces listes de répartition. Je vous propose plutôt d'écouter Sergio Polo qui lui s'indigne justement de ce qui se passe autour de l'argent des artistes. Je lui ai demandé tout simplement la mise à disposition des statuts et résolutions du conseil d'administration de la SONACAM, ce qui est normal. Et je veux des informations sur les recouvrements de nos droits d'auteur dans les diverses sociétés et les usagers. Jusqu'à maintenant, j'ai rien reçu. J'ai vu dans ces courriers, le courrier que le patriarche Ifapol a adressé à monsieur le PCA, ils ont mis 337 noms fictifs et ils ont donné la somme de 150 000 par personne. Ça fait plus de 51 millions. L'artiste Sergio Polo, administrateur à la SONACAM, a donc agressé une correspondance à Sam Fantoma, lui qui est le PCA de la SONACAM. Question de savoir ce qu'il se passe réellement dans cette structure récemment mise sur pied. C'était en 2017 au Cameroun.
Une structure qui a été présentée comme révolutionnaire, celle qui viendrait mettre fin aux querelles intestines entre les artistes. Nous avons essayé de joindre à la Sonacam l'artiste Ledoux Marcelin, lui également administrateur, qui croit fleurer une certaine mission commandée pour mettre du désordre dans la société, qui serait en bonne voie en ce qui concerne le recouvrement, avec déjà des ordres de mission au niveau de la télévision nationale qui doit verser une certaine somme à la Sonacam, parce que l'argent claque à la porte ou frappe à la porte. Il y a déjà des guéguerres à l'intérieur, les uns et les autres veulent profiter du magot qui arrive. On écoute Ledoux Marcelin qui s'explique sur la question. Est-ce que la Sonacam communique suffisamment sur les recouvrements Déjà, la Sonacam, c'est une société agréée et habilitée à exercer la gestion collective dans la catégorie des arts musicales. La Sonacam n'est pas une épicerie. La Sonacam, c'est une société qui a un organe de gestion et qui a un organe décisionnaire. La Sonacam a un conseil d'administration et les gestionnaires de la Sonacam rendent compte de son travail lors des sessions de conseil d'administration. Donc, juste ici, nous, administrateurs de la Sonacam, n'avons rien à reprocher à la gestion de la Sonacam, simplement parce que jusqu'aujourd'hui, le jour où la direction générale donnera le bilan de son travail, c'est en ce moment qu'on pourra juger du bon fonctionnement ou pas de la Sonacam. Quant à Sergio Polo qui peut venir débiter des inepties non fondées, parce que je l'ai écouté parler des noms fictifs dans les répartitions, mais je tiens à dire, Sergio Polo, c'est aussi grave qu'un administrateur de la Sonacam comme lui ne puisse pas respecter les normes statutaires qui le rappellent au droit de réserve. Ne pas dire des choses qui rendent à compte courant du bon fonctionnement de la société. Surtout des choses non fondées. Parce que si aujourd'hui, Sergio Polo estime qu'il y a eu des noms fictifs dans les répartitions, ça veut dire qu'il a été complice parce qu'il y a eu un conseil d'administration en décembre qui a validé ces répartitions. Ça veut dire qu'il incrimine les représentants de la commission de contrôle, il incrimine la commission de contrôle d'avoir été complice à ces noms fictifs parce que la commission de contrôle est présente lors des travaux de la commission d'identification et lors des travaux de la commission de répartition. Et il y a toujours un représentant du ministère des Arts et de la Culture. Ça veut dire que Sergio Polo incrimine tout le monde là et lui-même s'incrimine d'avoir participé à ces noms fictifs. Tout ceci simplement pour vous dire que nous avons découvert que Sergio Polo est plutôt dans un vaste complot où il aurait fait des réunions en France avec M. Sam Bendé avec pour but de venir essayer de poser des actes pour déstabiliser le conseil d'administration de l'intérieur. Mais ce n'est qu'un coup de pétard mouillé parce qu'aujourd'hui nous comprenons que c'est le même stratagème qui a eu au temps de Manu Dibango, lorsque Manu Dibango, le patriarche, a réussi à signer des ordres de virement de l'ordre de 450 millions de la CRTV. Ces mêmes vautours ont mis tout ce stratagème en place pour le dégager et se sont accaparés de cet argent. Et aujourd'hui, beaucoup se retrouvent au TTS. Comme ils se sont rendus compte que la Sonacam, il y a quelques jours, a eu l'ordre de virement de la CRTV et que Serge aussi est en train de faire entrer dans les comptes un montant de plus de 500 millions, il croit venir utiliser certaines personnes comme Sergio Polo pour déstabiliser la Sonacam, mettre à plat et venir s'accaparer. Malheur en a pris, les artistes sont restés sereins, les artistes ont gardé la tête froide. Le moment venu, en conseil d'administration, en assemblée générale, les artistes auront le bilan de la gestion de leur société et vont pouvoir juger si le directeur général travaille bien ou pas. Il faut le rappeler, le PCA de la Sonacam, tous les PCA des sociétés de droits d'auteur ne s'illustrent plus dans la gestion de la société. Ils administrent tout simplement.
let me live my last in your arms. So let me taste my last in your arms. So let me feel my last in your arms. So let me breathe my last in your arms. I wanna die in your arms. I wanna die in your arms. Une querelle sur l'argent des artistes camerounais, une querelle qui va davantage nous intéresser dans d'autres émissions. Nous allons continuer à suivre ce qui se tracte autour de la SONACEM. Faut dire que les répartitions étaient prévues au mois d'août et de septembre, mais nous sommes en octobre et toujours pas d'argent pour les artistes qui commencent à gratter la tête et se posent justement des questions. Si vous vous rappelez, si vous avez souvenance, on était mardi dernier lorsque nous vous proposions Sa Majesté Mbombok Malek Manjami Maljam, qui justement revenait sur la dernière rentrée culturelle et artistique justement. Il était en train de nous parler de son pôle d'art, justement l'artisanat a priori. Et puisque nous n'avons pas terminé cet entretien, je vous propose aujourd'hui de revivre en direct, et cela cette fois-ci en intégralité, cet entretien que nous avons eu avec lui. Bonsoir Sa Majesté. La première question est celle notamment de savoir quelles sont les grandes images que vous gardez de cette rentrée culturelle et artistique. La première, c'est de voir la grande famille des arts et de la culture réunis en un lieu, en un moment. Chacun travaille dans son coin, dans ce pays, pour plein de raisons. D'abord parce que on vit de son travail et chacun est dans son atelier pour travailler et chercher à vivre. La deuxième chose, c'est qu'il y a peu d'occasions où on peut se retrouver, montrer ce qu'on fait, apprécier ce que les autres font. Donc quand l'occasion est fournie comme celle-ci, je pense qu'il y a une chaleur humaine qui se dégage et on s'enrichit aussi du génie camerounais qu'on voit s'exprimer un peu partout comme on l'a vu là. Dans le pôle artisanat, cette année, principalement pour la rentrée culturelle et artistique, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Le Cameroun est très riche dans le domaine de l'artisanat d'art et du design. D'abord les matières premières, les matériaux de base. Nous avons tout ce qu'on peut trouver en Afrique et là c'est une première édition de se retrouver en pôle. Sans ça on aurait été très très rapidement débordé parce qu'on a autant les métaux, le bois, la terre, les peaux et j'en passe. Rien que ces matériaux de base à partir desquels on fait la céramique, le bronze, la menuiserie métallique, l'ébénisterie, la sculpture, tout ce qui est parure, éléments de décoration. Ça fait beaucoup de corps de métier qu'on retrouve. Tous n'ont pas été là, mais on a eu quand même ici le bonheur de présenter une vingtaine de corps de métier. Et ces corps de métier ont regroupé plus de 70 artistes qui sont venus montrer le savoir-faire, le savoir-être aussi. Et je reviens sur ce génie camerounais. Vous avez vu que nous avons disposé, notre pôle a disposé d'une dizaine de stands dans lesquels on a pu avoir de la sculpture, de la statuaire, on a pu avoir du design à proprement parler, on a pu avoir de l'ameublement, des parures, beaucoup de colliers originaux, des travaux en raffia, en nobome, donc ces textures qui sont particulières au Cameroun, soit pour décorer la maison, soit pour habiller la personne humaine, soit des accessoires pour accompagner le quotidien. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait un engouement particulier autour de ce pôle précis? Oui, nous sommes d'abord spectaculaires et vous avez vu, de loin déjà, il y a un attrait
Il y a un appel, il y a l'œil, et puis le fait aussi que ça participe au confort et à l'art de vivre au quotidien. C'est des arguments qui ont fait qu'ici, on a eu un public très varié, et un public familial où les parents trouvaient leur compte, les ados trouvaient leur compte, les enfants, les tout petits aussi, se sont amusés, gambardaient partout. Et les personnes âgées qui ont été très sensibles à la dimension patrimoniale qu'on trouve ici, parce que l'artisanat d'art, c'est aussi la référence aux différents terroirs, c'est la référence aux formes de stylisation héritées, c'est la référence aussi à l'identité camerounaise. Et ça a créé un attrait particulier. Et maintenant, ajouter à cela le talent des artistes eux-mêmes qui, dans leur variété de styles, dans leur variété de provenance régionale et surtout aussi dans la variété de l'offre qu'ils présentaient, ça a constitué un attroupement remarquable. Maintenant, après la rentrée culturelle et artistique, ils ont peut-être été intéressés par ce qu'ils ont vu, mais où est-ce qu'ils vont retrouver aussi bien ces éléments que vous avez présentés ici que d'autres? D'où la nécessité de bien comprendre le projet du nouveau ministre des Arts et de la Culture, qui est de structurer la vie artistique et culturelle autour de 23 pôles. Le nôtre, l'artisanat d'art et le design, a pour défi principal maintenant, de participer à l'amélioration de l'offre en qualité et en quantité. Il s'agit plus simplement de dire je fais dans. Il s'agit d'exceller dans et être en mesure de vivre de. Deuxièmement, il faut que nous arrivions à avoir une offre visible de façon permanente. Que ce soit en atelier, que ce soit dans les centres de diffusion, que ce soit dans des manifestations de référence. Il s'agit maintenant de mettre en place tout cet environnement qui permet l'interface entre les porteurs d'offres que nous sommes et le grand public qui en est demandeur et bénéficiaire. L'autre troisième défi, c'est il faut, dans la structuration du marché, de l'offre et de la demande, il faut arriver maintenant à l'éducation du goût de l'acheteur camerounais, du goût du citoyen camerounais, pour que son appréciation ne soit plus une appréciation de surface et qu'à partir de cette finesse ajoutée à sa compréhension de l'art, qu'il puisse comprendre aussi que au-delà du coût, il y a la valeur et que la valeur immatérielle détermine aussi le coût. C'est les trois grands défis qui font que je pense qu'on a du pain sur la planche. Maintenant, tous les artistes qui étaient ici ont des lieux de production. Donc chacun, avec sa carte, avec ses informations, a pu donner à tout visiteur qui était intéressé un rendez-vous et une adresse pour pouvoir le voir et aller au-delà de la contemplation instantanée et s'inscrire dans des commandes ou dans un voisinage plus prometteur. Vous avez l'impression qu'au-delà d'en parler à l'occasion de plusieurs conférences, qu'on a véritablement évolué en ce qui concerne les fédérations? Tout ne peut pas se faire en un jour, surtout que nous sommes dans un environnement humain où c'est, je dirais pas le désert culturel, mais il y a si peu de références, si peu de pratiques communes et si peu de visions projetées que c'est clair que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et nous sommes aussi dans une confusion qui fait que celui qui est l'amateur du premier jour croit qu'il est au même degré de performance que celui qu'on ne voit même pas parce qu'il est à l'étranger là où ça se passe et qu'on ne voit jamais ici, parce que rester ici, c'est rester à se plaindre et à sous-exploiter son talent et son génie. Donc il faut que, et les artistes eux-mêmes, et les journalistes que vous êtes, et les pouvoirs publics, et les acheteurs finissent par s'accorder dans une grille, à savoir que non, ça a beau être de l'offre artistique, mais c'est quand même une offre artistique mineure, et que là, il y a du génie, et que là, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, et que les uns et les autres n'entretiennent plus cette confusion qu'on entend tous les jours,
Et c'est elle qui pousse le Cameroun à cette médiocrité. Ah oui, nous sommes les artistes, nous sommes tous les artistes. Non, nous sommes d'abord pas forcément tous artistes, c'est pas vrai. Et nous ne sommes pas tous artistes au même niveau. Si Manu Dibango arrive là, il faut lui tirer le chapeau. Si Richard Bona arrive là, il faut tirer le chapeau. Ce sont des êtres d'exception que le monde nous envie comme exception. On ne peut pas, parce qu'on se bat comme on se bat, quel que soit le génie que le bon Dieu vous a donné, se comparer à eux, c'est pas vrai. Et ça, je l'ai cité pour ces noms-là, on le retrouve dans toutes les autres disciplines. Maintenant, le bilan définitif, il est donc positif et peut-être l'année prochaine, on espère que ça va continuer dans la même perspective et peut-être s'améliorer. Le bilan est positif. On l'a annoncé, les pouvoirs publics, le ministre des Arts et de la Culture l'a annoncé. Il a donné rendez-vous. 1. L'annonce et l'événement ont bien eu lieu. 2. L'appel a été entendu et a été couru de façon massive. C'est une première édition qui demande des réglages. D'abord, vous avez vu que le temps n'a pas joué pour nous. Donc peut-être il faut réfléchir prochainement sur la contextualisation. Et deuxième chose, la durée. Il faut voir, est-ce que 3 semaines, c'est le bon cadrage? La question se pose, il faudra avoir une analyse plus fine. Et troisièmement, le mode de mobilisation du public. Là aussi, je pense qu'il y avait ici une offre grandiose et je crois qu'elle a été servie à minima. Parce que si le Cameroun se rendait compte de tout ce qu'il a dans le petit échantillonnage que nous avons présenté ici, je pense qu'en ces temps de morosité, ça donnerait le baume au cœur et ça rehausserait le sentiment d'être Camerounais. Sa Majesté, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Je remercie la Royale Radio et l'aristocrate que je suis salue la radio populaire, mais avec ce souci royal d'aristocratie. Kongo Ubakima mo Bakima masha Oh mashalo Gula kwa Adam hey Ayang bagata kwi o ulayo Azao Azao Oh Azao Azao, Azao, oh Azani, oh Mwago, ube flower, besini lobam, kausha dengiaga kungo. Bakima mo, bakima masham gonye. Oh mashalo, gula. Il est 22h55 à Yaoundé. Le point littéraire et artistique, équipe de production. Mise en onde Salomon et Sana, cadrage vidéo Steve de Souza. Régie d'antenne.
Yannick Ngeloli, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. À mardi, 21h. Why you wanna tell me all your secrets? Don't